le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur One TV. Les agropoles existent, les ingénieurs agronomes pour exploiter ces domaines également. Mais est-ce que les moyens, les outils nécessaires accompagnent véritablement cette vision de la politique gouvernementale pour l'agriculture? On fera le débat dans un instant lié donc aux agro-transformateurs. Le handicap n'est pas une fatalité, il faut vivre avec et relever les défis, surtout au niveau du sport. On fera également le constat à travers l'instant du jour. Vous êtes sur One TV, nous sommes le 13 novembre. C'est One Money qui est parti. Premier arrêt, la revue des titres. La revue des titres, c'est avec Baker ce matin. Baker, bonjour. Bonjour à Betonou, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore là pour partager donc les contenus des presses, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et on ouvre par le Togo où l'actualité, c'est dans divers thèmes. Cela va de la diplomatie internationale à la politique intérieure, sans oublier le volet climatique. Justement, en parlant de diplomatie, c'est Togo Matin qui met en avant la rencontre entre le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet et son homologue russe Sergei Lavrov à Sochi, dans le cadre du forum du partenariat Russie-Afrique. Le quotidien s'intéresse également à la COP 29 qui se tient à Bakou, Azerbaïdjan, où le président Faure Gnassingbé défend les priorités du Togo en matière de changement climatique. Il titre en effet COP 29 Bakou, Azerbaïdjan. Faure Gnassingbé porte la priorité du Togo à Bakou en Azerbaïdjan. Alors le nouveau programme d'indemnisation des victimes vulnérables annoncé par le HCRON retient l'attention de la presse togolaise également. Et en matière de politique intérieure, Togo Matin annonce que le HCRON au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a communiqué un nouveau programme d'indemnisation pour les victimes non vulnérables dans la région des Savanes et dans le cadre de la réparation nationale. Dans le même numéro, on évoque également la revue annuelle des réformes communautaires de l'UEMOA indiquant que le Togo a atteint un taux d'implémentation de 76% pour l'année 2023, un point positif pour l'intégration régionale. La lanterne aborde un sujet particulier, lutter ou du moins s'interdit le harcèlement sexuel en milieu du travail. Une initiative bien perçue par le ministre Gilbert Bawara. Il titre « Le ministre Bawara a bien vu ». Le journal note aussi un climat économique morose s'interrogeant sur l'absence d'effervescence à l'approche des fêtes de fin d'année avec un titre « C'est dû à quoi ?» Enfin, des réductions d'effectifs annoncées chez Sogea Satom font craindre une montée de chômage en téléchargement, écrit la lanterne, et des questions émergent donc sur les coûts cachés liés au permis de construire au-delà du prix du mètre carré sont également abordés par le journal. Au Bénin, ce sont des sujets beaucoup plus liés à la vie sociale et économique qui sont au cœur de l'actualité, la nutrition beaucoup plus. Et c'est la nation qui rapporte le Forum national sur la nutrition qui vise à mobiliser les efforts pour éradiquer la malnutrition au Bénin grâce à une approche collective. Le quotidien souligne aussi une formation proposée par le FAGAS et le FERDI pour renforcer les investissements d'impact dans les économies africaines. La question de la hausse des prix de l'huile d'arachide occupe également les gros titres ce matin. Et c'est dans le matinal et la guérite, on affiche bien sûr le matinal, la flambée des prix où le litre d'huile est passé de 1100 francs à 1700 en seulement quelques semaines, alarme la population. L'augmentation est encore plus marquée par le bidon d'huile de 25 litres, voilà, qui atteint désormais de 35 000 à 40 000 francs CFA. La guérite ajoute une touche d'actualité diversifiée avec donc de nouvelles autour de Boni Yahi avec le titre Boni Yahi, le choix du mutisme en préparation des échéances de 2026.
puis également, d'autres sujets font la une de l'actualité au Bénin. La fuite d'une sextape qui secoue la toile. L'affaire Balthazar inspire les Béninois, révèle le journal qui s'inquiète de la perversité et de l'ampleur que prend cette affaire qui, depuis quelques jours, défraie la chronique. Au Sénégal, la presse se concentre beaucoup plus sur les tensions politiques croissantes. Là, nous sommes à 4 jours de législatives anticipées, mais il y a également une question liée aux enquêtes judiciaires. Et c'est l'Observateur qui titre « Mort suspecte de Moustapha Ba » et rapporte que la division des investigations criminelles a commencé les auditions de Yassine Salba et Badou Dieyou dans le cadre de cette enquête verrouillée. En parallèle, le journal pointe les risques de violences électorales avec un titre percutant les germes du chaos, évoquant les affrontements à Saint-Louis et les appels à la vengeance liés à la coalition Sam Sakadou qui accuse certains leaders d'attiser les tensions. Vox Populis souligne l'intensification des violences politiques à l'approche des législatives en évoquant un virage dangereux d'une campagne violente et ensanglantée. Sonko ôte ses habits de Premier ministre et reprend le gata. On peut lire donc sur le journal. Le quotidien rapporte le retour du discours agressif d'Ousmane Sonko, chef du PASTEF, qui accuse l'État d'inaction face aux attaques contre son parti et lance des mises en garde envers Barthélémy Dias et sa coalition. Enfin, Libération se concentre sur un autre sujet d'importance en dévoilant les dessous de la mafia dans la gestion du Prodac où donc Mamania Dafé et Ibrahim Sissé sont incarcérés, une affaire impliquant escroquerie, faux et blanchiment de capitaux. Il titre en effet Mafia dans la gestion du Prodac, Mamina Dafé et Ibrahim Sissé écoués. Au RDPC, là nous sommes au Cameroun, on célèbre 42 ans du renouveau et là la presse aussi n'a pas manqué de célébrer l'événement. Un événement que vous mourrez avec une ferveur et marqué par des hommages à la longévité de la présidence de Paul Biya. Dans ce cadre, La République, le journal, met en lumière la commémoration de l'an 42 du renouveau au RDPC en qualifiant cet événement de gala d'un magistère à succès. Ce titre suggère un bilan positif de la gouvernance de Paul Biya et évoque la reconnaissance de la stabilité politique que ce long mandat a apporté au pays. En parallèle, le Forum Libre aborde ce même anniversaire sous un angle plus politique en titrant en 42 du renouveau dont la Leki, une coalition républicaine pour le maintien de Paul Biya au pouvoir. Ce titre met en avant le soutien politique organisé dans le Leki pour renforcer la position du chef de l'État actuel, réaffirmant la légitimité de son magistère et appelant à sa continuité. Ensemble, ces articles illustrent un attachement à la pérennité du régime et traduisent une unité politique autour du président en place, témoignant d'une volonté de stabilité au sein des structures politiques locales. Nous sommes donc au Cameroun. Merci donc à vous, Baker, pour cette revue. Le même exercice se poursuit demain. Place à l'instant du jour. On parle sport cette fois, mais avec des personnes particulières. Et bien, le handicap qui n'est pas une fatalité. On l'a dit, vous êtes handicapé, quelle que soit la forme, vous pouvez pratiquer une discipline sportive conformément donc à votre nature et cela vous conforte dans la société, vous fait donc gagner en confiance de soi. Docteur Azé, pour plus de précisions à travers l'instant du jour. Personnes en situation de handicap, il faudra en distinguer ces deux types de grandes catégories. Ceux qui vont porter des déficiences externes, je vais les appeler comme ça, motrices ou bien intellectuelles ou bien sensorielles. Et puis on aura ceux qui vont porter également des limitations du fait de maladies internes, ce que je vais appeler les maladies organiques, notamment l'asthme, l'insuffisance cardiaque, le diabète. C'est des maladies
dit qu'ils vont créer des limitations et vont avoir des répercussions sur la capacité à pouvoir fonctionner, à pouvoir faire du mouvement, voilà. Et donc, en distinguant ces deux catégories, les propositions d'activité physique qu'il faudra faire à ces personnes, ce sera des activités physiques adaptées qui vont tenir compte dans un premier temps de ce qu'elles sont encore en mesure de faire. Ça, c'est important. Il ne s'agira pas de les regarder en se disant qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Non. Il faut regarder leur potentialité. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Qu'est-ce qui leur reste? Et ça doit peser lourd dans le choix de l'activité. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est ce que je leur propose va leur apporter quoi? Va leur apporter quoi pour améliorer l'existant? Et va leur apporter quoi pour renforcer ce qui est affaibli? Et enfin, va leur apporter quoi pour compenser ce qui leur manque? Ça, c'est une question, c'est des questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Et lorsqu'on a répondu à ces deux questions, la troisième, c'est ce que je leur apporte, est-ce que cela garantit leur sécurité et ne les fragilise pas? Est-ce que l'activité proposée garantit leur sécurité et ne les fragilise pas? Et ensuite, on va prendre leur motivation. Vous auriez voulu faire quelle activité? Et là, la personne vous dira et vous discuterez tout en sachant ce qu'il faut pour elle. Vous discuterez pour la mener vers l'activité que vous choisissez pour elle. Si je veux me faire précis, les personnes en situation de handicap, pour les offres de pratique, s'il s'agit d'élèves, on devrait pouvoir aujourd'hui s'organiser pour que les pratiques soient à l'école, en même temps que leurs camarades. Dans ce sens, on travaille pour mettre en place des programmes pour leur permettre, avec des adaptations, de faire presque les mêmes activités que leurs pairs, mais en adaptant le matériel ou en adaptant les conditions de pratique. Je donnerai un exemple. À l'école, on fait le lancer de poids. On peut demander à ceux qui ont des atteintes au niveau des membres inférieurs de s'asseoir sur un tabouret et de fixer le tabouret dans le sol. Donc, ils peuvent faire leur apprentissage comme leur père et être évalués avec un barème adapté à eux. Ça leur permet de ne pas être en dehors de la classe, mais de se trouver dans la classe et d'apprendre les mêmes choses que les autres et de tirer les mêmes bénéfices. Pour le second cas, c'est les personnes qui portent des atteintes organiques. Les personnes qui portent des atteintes organiques, ça va être presque la même démarche, mais en prévoyant des mesures de compensation qui vont tenir compte de la maladie qui les affecte. Quand c'est un insuffisant cardiaque, je le dirai avec ce cas par exemple, il faut faire en sorte qu'il y ait à côté de quoi permettre à la personne de récupérer, donc prévoir une chaise, prévoir un circuit de travail avec des adaptations, des temps de travail fractionnés, et aussi avoir à côté la possibilité de joindre assez rapidement un infirmier au moins pour, dans les cas de détresse sanitaire. Nous avons mené des études qui ont montré qu'on peut avoir quasiment les mêmes bénéfices, sinon plus de bénéfices et sur la qualité de vie. Un pratiquant au basket en fauteuil roulant, en handi-basket, a une meilleure qualité de vie par rapport à un autre pratiquant. Et la qualité de vie, en réalité, c'est un indicateur de mieux-être. Okay, ce n'est pas forcément parce qu'on est en bonne santé qu'on a une bonne qualité de vie. D'un autre côté, au plan mental, ils sont plus aptes à accepter leurs conditions, à faire face aux barrières et à les affranchir. Quelqu'un qui joue au handi-basket, la répercussion directe pour lui, c'est que le maniement de son fauteuil dans les activités de vie quotidienne, cela est plus aisé pour lui. Il y a une mobilisation importante de la force, ça leur évite la sédentarité. Or, vous savez que la plupart des maladies non transmissibles viennent du fait d'une sédentarité, d'une inactivité physique. Donc, ils vont être protégés naturellement contre les maladies non transmissibles parce qu'ils sont plus mobiles. Et vous avez un bénéfice sur la structure osseuse et musculaire. Vous avez également au plan cardiaque et au plan cardio-respiratoire une bonne amélioration de leurs fonctions. J'ai coutume de demander aux gens, je dis, mais si vous doutez de ce qu'une personne en fauteuil roulant est bien portante, allez dans un fauteuil roulant et tentez de jouer au basketball. Vous verrez tout de suite que celui qui a des problèmes au plan sanitaire, c'est vous, parce qu'il va, déjà vous allez être soufflé après avoir tiré 2 ou 3 fois le fauteuil.
là, mesdames et messieurs, dans le cadre donc, du plan stratégique de développement des agropoles 2017-2030 et de l'initiative Nourrir l'Afrique 2016-2025, le Togo a mis en œuvre un projet pilote dénommé Projet transformation agroalimentaire du Togo, c'est-à-dire donc que le volet transformation agricole préoccupe les acteurs agricoles et également les autorités au plus haut niveau. Mais où en sommes-nous dans ce secteur de l'agrotransformation? Quelles sont les avancées, les goulots d'étranglement liés donc à ce secteur consommation locale? Quels défis à relever par les agrotransformateurs togolais? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Hervé Adjaro. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes aussi spécialiste des questions de l'environnement. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. En face de vous, c'est Madame Lucia Alla Assomba, épouse Assibé. C'est bien ça? Alors, vous êtes directrice générale de Togo Cimé. C'est une entreprise de promotion et de valorisation des produits locaux au Togo. Merci pour votre présence sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, les productions, les transformations et les exportations, tout en veillant donc à assurer l'inclusion sociale et la protection de l'environnement, c'est ça la dynamique dans laquelle s'inscrivent les autorités en lançant autant de projets que je viens donc de citer en introduction. Vous, en tant que, aujourd'hui, on peut parler d'entrepreneur. Merci pour l'invitation. Oui, aujourd'hui, on peut fièrement parler d'entrepreneur. Et vous en êtes une? Je suis une preuve vivante de l'entrepreneuriat au Togo. Alors, ce projet dont parle le gouvernement Agropole 2017-2030, 2016-2025, nourrit le Togo et si possible l'Afrique. Vous vous inscrivez dedans aussi? Parlant d'Agropole, je ne sais pas si ma voix est la mieux placée pour pouvoir en parler. Pas forcément apprécier le projet, mais cette dynamique. Oui, c'est une bonne chose parce que si le pays, le Togo, doit se développer, ça doit forcément passer par l'agriculture parce que le Togo est un pays majoritairement agricole. Et parlant d'agriculture, il faut aussi parler de la transformation. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça s'impose à nous et nous devons, de gré ou de force, suivre la dynamique. Donc, le projet Agropole, c'est une très bonne chose, selon mon avis. 2030, c'est encore très loin. Est-ce que vous notez sur le terrain, parce que vous êtes beaucoup plus sur ces différents sujets de reportage qui ont trait aussi à l'environnement, mais également à l'agriculture, est-ce que vous remarquez vraiment cette dynamique sur le terrain? Merci d'abord, chers confrères. Il faut dire que sur le terrain, on peut dire que c'est autre chose. Parce que il est très important de savoir que le Togo prend assez de décisions, fait assez de projets. Mais si on va sur le terrain, c'est, disons, une tête que vous allez voir juste essayer d'appliquer ces projets ou bien de réaliser ces projets sur le terrain. Et parlant des agropoles, et si vous allez dans certaines zones où ces agropoles doivent être vraiment élargis à plusieurs personnes ou bien à plusieurs agriculteurs, et c'est juste une équipe de personnes qui s'attellent à faire l'activité, et la plupart de ces personnes qui sont vraiment dans le besoin, dans l'action de la chose, ne sont pas réellement attachées à la chose. Et si on prend un exemple, dans quelques semaines j'étais dans le plateau, là où il fait encore très frais. Je vais parler de Dany. Il pleut abondamment là-bas, mais c'est très difficile de voir à cet agriculteur se donner à la terre. Alors que les agropoles, quand vous sondez un peu dans les zones, vous allez voir, il y a l'agropole, on a mis des arbres au niveau de Tchévier, bon je parle de Tchévier vers Batopé, il y a ZAP là-bas, il y a des zones où moi je me dis que si on doit réellement créer ces agropoles et faire des zones d'aménagement pour ces actions, il faut d'abord qu'on fasse des études au niveau des zones qui sont vraiment accessibles à la pluie abondamment. Bien sûr, on sait qu'actuellement il y a le changement climatique qui joue contre tout projet actuellement dans le domaine de l'agriculture, mais il faut donc y penser réellement. Sur le terrain, les projets sont là. C'est difficile d'avoir
des résultats concrets actuellement sur le terrain parce que il y a assez de souffrance pour ceux qui sont dedans. Oui, c'est sûr que le gouvernement n'a pas mis en place ces zones de production agricole sans pouvoir véritablement tenir compte de ce que vous dites, sauf que le changement climatique ou les dérèglements climatiques peuvent toutefois affecter ou changer le cours des choses. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'état des lieux quand on parle de l'agrotransformation au Togo, Madame Assibé? Merci. L'agrotransformation, c'est l'agro-industrie. Pour faire l'état des lieux sur le plan national, je ne pourrais dire grand chose. Mais quand je prends l'échelle Togo-Simé, je vais parler à l'échelle Togo-Simé. L'agro-industrie a pris un essor considérable. Parce que quand nous avons commencé en 2013, on avait juste une dizaine d'entrepreneurs, donc une dizaine d'entreprises. Mais aujourd'hui, en 2024, nous avons au-delà de 100 entrepreneurs, donc ça veut dire au-delà de 100 industries qui sont mises en place. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on conçoit qui est sur le terrain. Parce que si nous voulons parler de l'agro-industrie, il faudrait parler à une grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a de grandes usines qui transforment les produits agroalimentaires. Mais là, aujourd'hui, ce ne sont que des petites unités de transformation qui sont reparties sur toute l'étendue du territoire national. Donc, un état des lieux plus ou moins satisfaisant compte tenu de ce que vous avez aujourd'hui sous la main, mais vous la souhaitez beaucoup plus à dimension industrielle, au vrai sens du mot. Alors, Monsieur Adjaro, est-ce qu'on ne s'est pas préparé véritablement à la chose? Préparer à la chose, je voudrais dire oui. Mais il y a d'autres garde-fous qui bloquent l'avancée de la chose. Si vous prenez un entrepreneur aujourd'hui qui fait dans l'entrepreneuriat agricole, vous allez voir que la personne va souffrir jusqu'à, même s'il est prêt à décoller, il y a quelque chose qui le retient à la même place, quoi. C'est quoi cette chose-là qu'on ne peut pas faire? Voilà, aujourd'hui, c'est devenu, disons, la bête noire de chaque entrepreneur aujourd'hui. Hein, que vous soyez entrepreneur, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont derrière vous pour que vous payiez assez de taxes. Là, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est ce que les gens oublient aujourd'hui et se lancent. Le Togolais est prêt à entreprendre. Si on prend un vrai entrepreneur agricole, il doit avoir une chaîne. Comme elle vient de décrire ça, il doit avoir une chaîne. Il y a ceux qui produisent la semence, ceux qui fait la culture, celui qui doit maintenant faire la récolte. On doit aller dans le stockage, l'industrie où là on peut transformer, la chaîne qui doit aller maintenant dans une boutique pour la vente, et maintenant ouvrir la vente à ceux qui doivent consommer la chose. Si on construit cette chaîne-là, si vous prenez une graine de cette chaîne, la graine là subit assez de problèmes. Si je prends l'entrepreneur même qui doit aller acheter la graine et produire la semence, tout ce qui tourne autour de la semence, il va dépenser. Il va d'abord avoir une entreprise de production de semences. L'entreprise doit subir assez doit payer beaucoup de taxes et revenir à son capital même, c'est difficile. Maintenant, quand il va mettre la semence sur le marché, il va vouloir que la semence ait un prix afin que lui aussi puisse tirer ses bénéfices. Et maintenant, le producteur, bien l'agriculteur qui doit payer ses semences, aller dans son champ pour mettre en terre, quand il paye la semence à un prix élevé, quand la production, quand la semence a produit, il va vouloir maintenant rentabiliser toutes ces dépenses-là sur le prix d'achat et maintenant vendre ça très cher pour celui qui va transformer ce produit-là. Et c'est un peu bien, mais l'entrepreneur togolais est prêt à tout faire, mais il a toujours des épines. Est-ce que c'est spécifique au Togo ce que vous dites là? Je n'ai pas fait assez de voyages pour étudier cette manière de faire dans d'autres pays, mais étant donné que je suis togolais, c'est ce que je vis et il faut dire que ça fait très mal. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un transformateur au Togo qui fait peut-être dans la tomate, dans les jus, dans l'arachide, dans le soja et autres, il faut se poser cette question.
comment cette personne arrive à s'en sortir. Quand vous allez à Togo-Cime, j'ai été là-bas au moins une fois, vous voyez les produits togolais, vous serez très fiers. Il y en a assez. Maintenant, les Togolais qui viennent pour consommer ces produits vont les compter au bout des doigts. C'est bien, produits togolais. Maintenant, à quel prix? Voilà, c'est à quel prix? Comment vous arrivez à vous en sortir? Et quand est-ce que vous arrivez à discuter aussi avec ces transformateurs qui viennent à vous et quelles sont leurs difficultés? Moi, j'ai l'habitude de dire que entreprendre au Togo, il faut avoir du courage. Et moi, généralement, chaque matin, je me dis, si vous voulez entreprendre au Togo, quand vous vous réveillez le matin et vous prenez votre sac, je vais au boulot, et prenez le temps, prenez la peine de faire la photocopie de votre cœur. Ne partez jamais avec l'original de votre cœur. Ça va sauter? Oui, ça va sauter. Donc, faites la photocopie et déposez l'original à la maison. Parce que il y a assez de difficultés. Monsieur Adjabo a touché le point de la fiscalité. C'est vrai que on promeut l'entrepreneuriat, mais en même temps, c'est comme si il y a encore des entraves. On fait la chose et son contraire en même temps. Il faut une réelle politique d'accompagnement. Est-ce que vous avez suivi tout dernièrement la sortie du ministre Assis? Elle a estimé quand même que ce n'est pas parce que vous avez échoué aux premiers échecs que vous allez donc baisser les bras. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mécanismes pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Oui, moi j'étais à un forum, il y a un jeune qui a dit que lui, il a échoué plus de 10 000 fois. Plus de 10 000 fois. C'était la preuve palpable que quand vous échouez la première fois, relevez-vous, on n'abandonne pas. Oui, le jeune Togolais est prêt à se donner. Mais est-ce qu'il y a la réelle politique? C'est vrai qu'il y a des tests qui sont écrits noir sur blanc. Mais dans l'application, comment est-ce que ça se fait? C'est là la grande question. Mais en Afrique, généralement, c'est qu'on triche avec les tests. On ne veut pas déclarer officiellement ce qu'on fait. On ne veut pas payer les tasses comme cela se doit. Et on essaye de jouer sur les parentalités de temps en temps pour s'en sortir. Mais le jour où l'État découvre que vous êtes dans le faux et qu'on vous redresse, eh bien, tout le monde se met à crier. Est-ce que ce n'est pas ça qui joue en notre défaveur? Malheureusement, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous mettez à ouvrir une entreprise, dès que vous ouvrez les portes, désolé, mais le tiers est là. Est-ce qu'il y a la réelle politique? Il y a la fiscalité. C'est une grande difficulté. De l'autre côté, il y a les ressources financières. Tout ce qui est accès au financement, tout ça. Il y a les mécanismes de l'État, mais c'est à quel taux? Il y a les institutions financières, c'est à quel taux? Il y a, surtout dans ce même contexte, il y a la méfiance des microfinances, des banques à accompagner les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs agricoles. Donc, c'est beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde parle aisément du vocable consommer local. Oui, c'est bien, nous devons consommer nos produits, mais qu'est-ce que nous faisons réellement pour pouvoir accompagner ces acteurs? L'État, c'est le premier acteur et il y a les autres acteurs de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir des appels d'offres, des appels à manifestation des terrains qui incitent ou qui accompagnent les producteurs. Il y a d'autres appels à projets qui accompagnent les transformateurs. Mais on oublie le bout de la chaîne de valeur, la commercialisation. Il ne sert à rien de produire, mais il faut pouvoir vendre. Si aujourd'hui, on incite les jeunes à produire, à transformer, s'ils transforment, si au final ils ont 10 000 unités de leurs produits et il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de débouchés, dans 2 jours, ces entreprises vont fermer. Mais on oublie la fin et on se concentre sur le début malheureusement. Et vous êtes au niveau du bout de chaîne, alors qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'autorité en estimant qu'on oublie la fin? Oui, moi à mon avis, il faudrait avoir un vrai mécanisme pour pouvoir inciter plus de jeunes à s'aventurer dans le domaine de la commercialisation de produits locaux. Une réelle politique, des mécanismes qui sont réellement mis en place. Oui, mais le produit, on a déjà mis en place les dispositifs pour cultiver.
récoltées, transformées et mises à votre disposition. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse d'autre pour que vous puissiez vendre et couler les produits? À notre niveau, si nous prenons le cas de Togo Cibé par exemple, à part la fiscalité, à part les ressources financières, il y a les ressources humaines. C'est aussi un grand frein à l'essor de l'entrepreneuriat agricole parce que nous manquons de personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ANVT, avec la NPE qui met en place des mécanismes pour pouvoir donner du personnel aux entreprises, franchement, on manque réellement cet engagement de la jeunesse et ces jeunes qui vont épouser la vision de votre entreprise. Donc, sur toute la ligne, il y a beaucoup de choses que tous les acteurs doivent faire. Parce que vous ne voulez pas mettre le moyen qu'il faut, parce que si vous mettez l'argent à la disposition du personnel que vous recrutez, eh ben, il va rester, non? Oui, où est-ce que vous allez voir le personnel d'abord pour pouvoir le recruter? Il y a plein de jeunes qui cherchent de l'emploi. Ah oui, ils sont là, ils crient qu'il n'y a pas d'emploi. Mais ils sont où? Vous ne les trouvez pas. Ils crient, vous entendez les cris, mais vous ne les voyez pas. Alors, aujourd'hui, la taxation, elle est là. Mais déjà, il y a d'autres jeunes qui pensent qu'ils ne disposent pas peut-être une nouvelle, parce que beaucoup aujourd'hui sont des femmes aujourd'hui qui se forment également dans les centres de formation agricole, beaucoup sur le territoire national, plus d'une soixantaine. Alors, le problème d'accès au foncier, c'est un réel problème également dans la République aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Permettez-moi de revenir un peu sur le côté de la taxation, et parce que elle a voulu dire, mais elle s'est arrêtée un peu à chemin. Mais il faut d'abord qu'on explique un peu ce processus, parce que, comme on le sait bien, le Togolais est prêt à se sacrifier. Ça, il faut qu'on le dise partout. Ah bon? Le Togolais est prêt à se sacrifier. Le Togolais veut être indépendant. Dans cette indépendance, le Togolais est prêt à créer son entreprise. Maintenant, le jeune étudiant qui sort de l'ESA, qui sort de l'IMPA de Tové, qui sort de ces écoles-là qu'on connaît très bien au Togo, crée son entreprise, il a sa carte CFE à la date et heure seconde où la carte CFE lui est remise, à la seconde près, il doit commencer par savoir qu'il doit commencer par payer l'OTR. À la seconde près où la personne reçoit sa carte d'opérateur économique et sa carte du CFE, quoi. Il faut savoir qu'il a commencé par payer à l'OTR les taxes. Alors qu'il n'a pas encore ouvert, il n'a pas encore fait l'ouverture de sa porte de son entreprise. Maintenant, il faut donc qu'il commence par penser à payer l'OTR. Les taxes, ou bien ça dépend disons, de la moitié de son entreprise. Est-ce que c'est une grande entreprise où il doit payer TVA ou pas? Il doit maintenant avoir cette identité et savoir comment calculer ces fonds-là. Maintenant, en allant directement à l'OTR, il faut que la personne sache que il a beaucoup de choses à payer avant même de commencer par faire l'entrée dans sa caisse. Mais quand on sait tout ça avant de s'aventurer sur le terrain d'entrepreneuriat, est-ce que ça devait être encore un problème? Quand vous créez votre entreprise, alors que au Togo, le gouvernement appelle les jeunes à être indépendants, à être entrepreneurs, à créer des entreprises, les bureaux ne sont pas faits par tout le monde au Togo. Tous les bureaux au Togo, comme des entreprises, ne sont pas faits pour recruter tous les jeunes. Vous et moi, on n'est pas dans un bureau ici. On entreprend. Vous êtes entrepreneurs en communication. Là, il faut le dire. C'est que chacun doit entreprendre dans son milieu. Maintenant, quand vous créez une entreprise, il faut savoir que même si vous n'avez pas d'entrée, si vous n'avez même pas 10 000 par mois, vous pensez qu'à la fin de l'année, vous devez payer à l'OTR. C'est tout ça qui bloque aujourd'hui l'entrepreneur à évoluer. Mais on ne peut rien. L'affaire des microfinances et autres, c'est encore un cas. Vous devez faire des prêts pour commencer, mais on se demande, est-ce qu'à la fin, la personne peut maintenant restituer ce qu'elle a payé et ce qu'elle a payé et avancer les intérêts? Toutes ces questions sont posées. Maintenant, quand les banques d'investissement agricole seront mises en place, vous pensez que l'entrepreneur togolais, surtout au domaine agricole, peut s'en sortir? À quel taux ces banques seront mises en place et comment se fera cet accompagnement au niveau des agriculteurs
comment est-ce que l'accompagnement se fera et à quel taux, comment est-ce que la production que fait l'agriculteur peut être écoulée, comme elle a dit, au niveau de la chaîne de la production, comment est-ce que les gens puissent être amoureux de ces produits, l'acheter sans même penser à ce qu'ils vont dépenser pour que l'argent rentre, pour que l'autre là puisse récupérer son argent et rembourser à la banque. Donc si vous êtes donné de fixer un taux, vous direz à combien? Je ne suis pas économiste, je ne suis ni fiscaliste, je ne connais rien en économie, je ne peux pas me m'abattre sur ce. On suppose que vous êtes entrepreneur agricole. Non, il ne faut pas qu'on s'abatte sur un chemin où on ne peut pas faire marche arrière. Là, je laisse le soin à ceux qui sont des spécialistes de proposer cela afin que le jeune Togolais qui est dans une ferme actuellement à Daniela puisse savoir que dès qu'il lance son entreprise, il ne va pas souffrir de financement. Il ne sera pas obligé à fermer sa porte et s'enfuir dans un pays lointain parce que il est acculé pour payer. Et tout maintenant, je peux venir à votre question. La question qui demandait, essayez de me le rappeler. Non, le temps de vous rappeler cette question, je vais d'abord recueillir l'avis de Madame Assibé. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez cette banque-là qui vous accompagne, on dit souvent que le produit togolais, il faut faire la promotion de ces produits, vous êtes déjà d'ailleurs, mais on ne trouve pas ces produits et la plupart, quand vous les trouvez, ils sont suffisamment chers ou coûteux. C'est juste lié à la fiscalité? Ok. Si je résume votre question, c'est dire en bref que les produits locaux sont chers. Oui. C'est ça, non? D'accord. Généralement, quand on me pose cette question, je dis d'abord que c'est cher par rapport à notre coût de vie. Oui. Okay. C'est cher par rapport à notre coût de vie parce que moi, par exemple, à Togo-Simé, quand il y a les étrangers qui viennent, les Ghanéens qui viennent, ils disent ça, produit togolais, vous vendez à ce prix, vous arrivez à vous en sortir. Par contre, quand le Togolais vient, c'est trop cher. Il faut diminuer. Ok. Le truc, c'est que c'est notre culture. Nous sommes habitués à toujours demander des rabais. Mais quand on vend un truc à 25 francs, on a toujours l'intention de demander des rabais. Au moins 3 à 50. Voilà, 3 à 50, 5 à 100 francs. Donc, c'est notre culture. Maintenant, est-ce que le produit togolais est réellement cher? Je dirais réellement cher, non. Non. Comparativement, parce que parfois, on a le même produit qui porte une autre marque, et quand on voit avec la marque togolaise, vous les mettez sur la balance, quand même, vous allez sur les mêmes marchés que tout le monde. Pourquoi le produit qui vient d'ailleurs, qui a été acheminé, peut-être pas le bateau, et il y a eu des impositions, et quand c'est sur notre territoire, c'est plus cher que le produit que nous faisons localement. Il faut savoir que de l'autre côté, sûrement qu'il y a des subventions qui accompagnent ces producteurs, ces transformateurs, à ce qu'ils puissent produire à grande échelle. Parce que quoi qu'on dise, il y a des coûts fixes. Que vous produisez 10 unités ou que vous produisez 1000 unités, il y a des coûts fixes. On ne peut pas s'en passer. Donc, si vous n'avez pas d'accompagnement, c'est là qu'il y a l'acteur État qui refait encore surface. Si l'État accompagne réellement ces entrepreneurs, je crois que le coût sera réduit. Même moi, je dis, avant que l'État n'avance ou ne fasse une réelle politique d'accompagnement des producteurs locaux, il faudrait que nous, et c'est ce que nous faisons à Togo-Simé, nous sensibilisions la population togolaise parce que il y a les classes sociales. Si nous arrivons à avoir la classe qui est au bout de la pyramide, à aimer les produits locaux, vous allez voir que le reste va suivre. Le reste va suivre et progressivement, les prix vont diminuer parce qu'il y a une consommation de masse et le producteur est obligé de produire en masse pour pouvoir satisfaire la demande et petit à petit, les coûts seront réduits. Petit à petit, les coûts seront réduits. On revient donc la plupart du temps, les entrepreneurs se disent peut-être désabusés parce que les tâches sont là, pesantes, mais le peu qui chantent sur les antennes, les réseaux sociaux, il y a tel, il faut consommer tel, on va sur le marché, on ne trouve pas le produit. Mais les produits sont là.
Les produits sont là, mais c'est le prix qui fait que les gens n'arrivent pas à l'acheter, comme elle vient d'expliquer. Mais en parlant de prix... Sur ce plateau, j'ai reçu une dame qui fait dans la crèmerie. Elle dit qu'il y a des affiches qui montrent qu'il y a du lait produit au Togo qu'on peut acheter. Mais quand elle va dans ces indications, suivant ces indications, les numéros et autres, le produit n'est pas là. Peut-être qu'il n'y a pas de financement pour produire ce lait-là. La personne a commencé par faire la production. À ce moment, la personne a fait sa publicité partout. Vous voyez la publicité, vous voyez les affiches partout. Du moins, il n'y a plus de financement pour continuer, pour que la production puisse être pérenne. Quand vous vous appelez au moment où il y a pénurie, vous direz qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de centre de produits au Togo. Alors que ce n'est pas ça. Au Togo, ici, on connaît des marques de produits. Aujourd'hui, les noms sont là juste sur les affiches, mais on les a plus. Il faut se demander pourquoi il y a plus de produits sur le marché. Où est donc l'entrepreneur qui a commencé cette production? Où est-ce qu'il avait son financement? Mais au-delà des questions de taxation et autres, est-ce qu'il n'y a pas la question de crédibilité? Les jeunes aujourd'hui, lorsque vous avez l'argent, on se veut une très belle villa, une voiture, et puis après, je voudrais en venir. La banque vous fait ses prêts et que du jour au lendemain vous disparaissez parce que vous voulez faire la belle vie, et bien l'entreprise peut ne plus exister, non pas parce que l'OTR vous met la pression. Je voudrais en venir. Quand je parlais de Dieu, la personne tout son financement, comment est-ce qu'il arrive, disons, à couvrir ce financement? Maintenant, ce financement, quand il commence, il doit avoir des bénéfices. Comment est-ce qu'il arrive à gérer ces bénéfices? Est-ce qu'il met ces bénéfices-là dans d'autres choses afin d'avoir d'autres revenus? Parce que un coach me disait en tant qu'un vrai Togolais, il a présidé Togolais, ne doit pas vivre de 3 métiers. Au moins 5 métiers. C'est là où je me suis posé cette question. Comment est-ce que moi, je peux faire 5 métiers? Il dit, il faut savoir que le jeune Togolais doit vivre d'au moins 5 métiers pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Quand vous avez un métier primordial, un métier original, ce métier va servir à créer d'autres métiers. Le bénéfice que le salaire ou bien ce que vous gagnez, ça va servir à créer d'autres entreprises pour vous. Ces entreprises doivent vous amener à créer d'autres entreprises pour pouvoir essayer de trouver des solutions à des problèmes que le premier entreprise va créer. Le jour où l'entreprise, la première, ne marche plus, vous n'avez plus vous lever pour dire j'ai l'honneur. Il y a déjà d'autres entreprises qui vont vous aider à évoluer. Mais quand vous agitez aujourd'hui les questions de taxes et autres, est-ce que 5 entreprises, c'est tenable? C'est là où je voudrais dire que quand on arrive à bien gérer les bénéfices, en mettant de côté les problèmes de taxes, on peut évoluer. Parce que si on est conscient de ce qu'on veut faire, je voudrais dire que notre pays togolais est prêt à se sacrifier. Même si les taxes sont là, mais les gens ne continuent pas à créer une entreprise. Si vous allez sur le site du ministère, vous allez voir qu'il y a plus. Le lendemain, on ferme, on ouvre. Le lendemain, on ferme, on ouvre. Et parce que c'est ce qu'on veut que les gens font. C'est pas forcément ça. Peut-être que c'est une mauvaise culture de l'entrepreneuriat. Alors, Madame Assigue, dites-nous, est-ce qu'on peut être tranquille par rapport à la qualité des produits fabriqués sur place? Parce que ça doit quand même entrer dans la consommation. D'accord. Avant d'aborder ma question, je voudrais rebondir sur le volet crédibilité des entrepreneurs. C'est vrai que c'est un truc à ne pas négliger. Moi, je me rappelle en 2013, quand j'avais reçu la subvention de la Conféges, puisque c'était une subvention, beaucoup de mes collègues avec qui on a reçu la subvention, quand sur 10, à peine on est encore 2 à résister aujourd'hui. Sur 10, parce que c'est une subvention, c'est de l'argent gratuit, quoi. Mais c'est à toi de te dire, ok, je prends la subvention, où est-ce que je voudrais en venir, où est-ce que je voudrais être dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, en 2013, on était tous là, on a reçu le financement, mais beaucoup, 8 sur 10, ont disparu. Ils sont allés payer les motos? Des motos, des voyages, et c'est fini. Donc, il faudrait que le jeune même prenne conscience de ce qu'il veut faire. Maintenant, est-ce que... La qualité de ce que nous achetons localement. Oui. Moi, depuis, il y a de cela 5 ans, je me dis, on aura... enfin, je ne sais pas comment m'exprimer,
c'était en 2017, je disais qu'il y aura un grand engouement autour du consommé local. Donc, si tout le monde veut produire local, veut produire localement, parce que l'État a mis en place des mécanismes, il y a encore le mois du consommé local qui s'ajoute. Il faudrait que d'ores et déjà on sache qu'il y aura des brebis galeuses dans la danse. Ça, moi, depuis un moment, moi, je l'avais dit. Et donc, je dis souvent que ce n'est pas parce qu'on dit produit local, produit togolais, qu'il faut et en même temps se jeter dedans. Nous, à Togo-Simé, nous disons merci à l'État parce qu'il y a des institutions qui sont mises en place pour les analyses microbiologiques et consorts. Maintenant, quand l'entrepreneur suit ce parcours, maintenant quand il arrive chez nous à Togo-Simé, nous aussi nous avons notre mécanisme que nous mettons en place pour pouvoir s'assurer de la qualité des produits. Donc nous on dit à Togo-Simé, n'entre pas à Togo-Simé tous les produits locaux. Parce que notre première vision, c'est d'améliorer la santé et le bien-être de la population juste par la consommation locale. Donc c'est grand. Donc je ne vais pas accepter à Togo-Simé et BC Fion qui est fait par des huiles dont je ne maîtrise pas les origines. Avec des bouillons dont je ne maîtrise pas les origines. Donc, nous, du moins, nous à Togo-Simé, on s'est donné cette mission de vérifier la qualité des produits. Donc, quand vous venez chez nous, je parle de moi parce que je connais ce que je fais. Quand vous rentrez chez nous, vous pouvez consommer sans crainte. Mais il y a toujours ce doute que le Togolais a toujours. Ce n'est pas de sa faute parce qu'on dit que le vin d'autrui a toujours le meilleur goût. Ça vient depuis de l'impérialisme. Le fait d'avoir du dégoût à nos produits, ça vient de très loin. Donc il faudrait arriver à mettre le Togolais en confiance et pour pouvoir acheter les produits. Mais le paradoxe, c'est que quand on va dans d'autres surfaces, on est hyper à l'aise, on achète, on met dans les paniers. Mais quand on rentre dans les rayons dans les entreprises, uniquement que des produits locaux, est-ce que ça, quand je mange, vous êtes sûr que je n'aurai pas les mots de vente? Vous êtes sûr que quand je mange ça, je n'aurai pas à faire ceci, je n'aurai pas à courir pour l'hôpital? Donc, on a toujours un dédain, quoi, par rapport aux produits locaux. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Moi, je me rappelle, en 2022, j'ai reçu un produit à Togo-Simé. Et le produit, j'avoue que quand un consommateur va se mettre à consommer ce produit, au bout d'une semaine, il sera déclaré diabétique. Mais certes, c'est un produit togolais. Donc, il faudrait que nous fassions vraiment attention. D'attention. Alors, vous êtes beaucoup plus, il ne faut pas l'oublier, volet environnement. Est-ce que tout ça tient compte aussi de la protection de l'environnement? Parce que, oui, il faut produire, donc on peut détruire tout ce qu'on veut pour pouvoir arriver à bout. C'est une belle question et il faut un peu l'orienter sur le côté de comment est-ce qu'on produit le produit est cultivé. Je veux parler des engrais qu'on utilisait dans nos champs. Et c'est jusque là qu'on doit commencer par analyser les terres, avec quel produit la culture a été faite jusqu'à faire sa transformation. Et quand on arrive à savoir d'où provient la culture ou bien le produit, on va aussi penser à sa conservation. Parce qu'aujourd'hui, tous ces produits que nous voyons aujourd'hui, si la terre sur laquelle ces produits sont cultivés ont été touchés par des produits chimiques, déjà le produit a déjà un problème depuis la terre. Est-ce qu'au niveau du réseau climat de jeunesse, ce réseau que vous pilotez d'ailleurs, est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi, d'accompagnement de ces entrepreneurs agricoles pour s'assurer qu'ils font également dans le bio?
il faut dire que le projet, on est en train de l'élaborer parce qu'on veut, disons, sensibiliser les agriculteurs sur la production bio. Mais il faut le dire, si on parle du bio anti-griffe, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, nous, quand on parle de la production bio, on met anti-griffe le bio là. Parce que la personne qui fait la production là, il peut avoir son lopin ou bien son espace qui est vraiment protégé, mais les terres qui l'entourent, les champs qui l'entourent peuvent contaminer sa production. Ce qui veut dire que si on arrive à finaliser le projet et on se lance sur le terrain, la production, ou bien on va essayer de toucher des rayons de cultivateurs. On ne va pas juste prendre quelqu'un qui est au milieu et oublier ce qui est à côté. Là, on va aller pour la sensibilisation et les amener à utiliser ces engrais bio qu'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas faire la publicité des entreprises. Il y a des engrais bio liquides et en poudre, on connaît ça. On va les amener chez ces personnes afin qu'ils puissent utiliser ces produits-là pour faire leur production. Parce que si la terre... Ce qu'on demande aujourd'hui d'entrepreneurs à dimension industrielle, comme elle le disait, parce qu'aujourd'hui c'est des micro-productions que nous avons, mais à dimension industrielle, est-ce que vous pensez que produit bio peut soutenir la transformation? Cela peut soutenir si on veut bien, c'est la prise de conscience. Vous pensez? Oui, nous pensons. Tout est question de volonté. Il y a de la surface aussi à cultiver pour répondre aux besoins? Oui, les engrais bio dont parle M. Adiago, il y en a plein qui, quand vous les utilisez, vous avez d'excellents produits. Ah bon? Oui, qui sont autant proches des OGM. OGM, ça c'est encore une autre dynamique, un autre problème carrément. Aujourd'hui sur le terrain, vous allez voir, il y a des champs, il y a des personnes qui le font, qui ont fait l'expérience. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir, vous mettez deux champs, disons, à comparaison, vous verrez que tel produit, tel champ est traité par un produit, disons, un produit bio, tel, bon, engrais bio bien sûr, et tel champ a été traité par un engrais chimique. Vous verrez la différence. Et déjà, quand la terre, les deux espaces là ne sont pas séparés longtemps, vous allez voir que le produit bio ne peut pas contaminer le produit chimique. C'est pour le chimique qui arrive à détruire le but. C'est pourquoi il faut vraiment sensibiliser tous ceux qui sont aux alentours de ces gens qui veulent faire vraiment du bio, sont se sensibiliser et amener à comprendre cela. Parce que si vous arrivez aujourd'hui à dire, je vais produire bio pour moi-même, et je produis, disons, le contaminé pour les autres, les gens le font. Je ne veux pas nommer jamais, les gens le font, je dis. Si on commence une entreprise, on fait du bien. Quand ça prend, maintenant, le bien continue, on commence pas à mélanger. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est là aussi le problème dont vous parlez, qu'il y a des produits qui sont plus sur le marché. La personne a commencé par faire le produit, on l'apprécie. Ça c'est du bio, ça c'est bien, ça aide, ça fait. Maintenant, au bout de 2 ans, comme il sait qu'il a déjà pris l'ampleur, il a reconnu sur le terrain, sur le marché, maintenant il est extérieur, il commence pas à mélanger le produit à la base. Quand vous payez ça, vous n'avez plus le goût d'avant, vous n'avez plus, disons, la vitalité que vous avez avant. Et c'est là où je pense de la conservation. Quand le produit était bio, la conservation dure peut-être 2 ans. Peut-être il y a des gens qui mettent l'expiration sur la bouteille ou bien de plastique, 2 ans. Maintenant, quand ce n'est plus du vrai bio, les 2 ans sont toujours inscrits dessus, mais ça ne ferait plus 2 ans. Ça commence pas à se mettre alors que vous avez dit, ben pourquoi il y a transformation au lieu que la durée n'est pas encore, l'expiration n'est pas encore arrivée. Tout ça là, il faut que ces gens soient conscientisés sur ce qu'ils font afin que on ne puisse pas manger du bio. Sauf que les soucis, comme elle a dit, que les Togolais se posent la question, est-ce que c'est vraiment du bio? Si je mange, je n'aurai pas de la diarrhée. Alors, la beauté extérieure aussi des produits, ça compte beaucoup dans la chaîne de commercialisation. Est-ce que vous insistez sur ça? Vous y travaillez et vous pensez que ça prend? Et c'est nous qui payons ça aussi à la fin? Oui, après tout ça, c'est le consommateur final qui subit tous les coups. Ça, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, on dit l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc, avant d'acheter un produit, il y a la beauté, il y a l'esthétique qui d'abord nous pousse vers le produit. Maintenant, cette esthétique, on ne doit pas agir sur le contenu, la qualité du contenu.
je me réfère toujours à 2013, quand on avait commencé. Les types d'emballage que nous avions, ça laissait à désirer. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs font des efforts considérables. Et ça fait que quand vous voyez les produits locaux, vous avez le goût, d'abord l'envie de l'acheter parce que c'est joli. Et heureusement que la qualité aussi suit. Parce que vous êtes dans la commercialisation? Voilà, nous sommes dans la commercialisation. Nous disons souvent promotion et valorisation des produits locaux. Le prix concurrentiel, lorsqu'on va sur le marché, qu'on a les mêmes portables, ça là c'est produit au Togo, ceci vient de tel pays, et qu'on me dit que le Togolais est à 100 000 et qu'à côté c'est 50 ou 75 000, est-ce que je suis tenté d'aller vers 100 000? À vue d'œil et à première écoute, on se dit non. Maintenant, si on pousse la curiosité, on veut savoir ce que c'est, on peut aller vers le Togo, vers le produit togolais, si on veut bien. Et c'est là où on parle de la curiosité et savoir, mais est-ce que c'est pas mieux de promouvoir ce qui est fait chez moi? Là, quand vous essayez, que ça ne marche pas, tant mieux. C'est à vous de prendre votre décision après. Mais quand vous laissez que ça marche, vous pouvez maintenant le conseiller ce produit à d'autres personnes. Sinon, si on n'arrive pas à l'essayer, on ne peut pas l'apprécier. Il faut toujours d'abord l'essayer avant de l'apprécier. Alors, on parlait des centres de formation qu'il y a un peu partout sur le territoire togolais aujourd'hui, et ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Maintenant, vous estimez tout à l'heure qu'au niveau du Togo Chimé, par exemple, la ressource humaine, surtout, est-ce que c'est qualifié ou simplement des gens qui vont porter la vision qui manque? C'est les deux. Je laisse en suspens votre question. Je rebondis sur la question précédente que vous avez adressée à M. Adiaro. Et il y a aussi le patriotisme qui nous pousse à choisir le produit togolais malgré le prix élevé que le produit qui vient d'ailleurs. Il faudrait qu'on sache que quand nous dépensons 100 francs pour acheter un produit togolais, 90 francs ou 95 francs restent au Togo. Et ce sont les 5 francs qui peut-être vont rentrer dans les emballages parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore d'entreprise spécialisée dans la production des emballages. Donc, il faudrait que ce fibre patriotique nous anime pour que malgré le prix, on achète le produit togolais, qu'on l'essaye. Et maintenant, s'il y a des retours, on ait le courage de le faire aux promoteurs pour qu'ils puissent améliorer le produit. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, progressivement, vous allez améliorer jusqu'à avoir le produit final. Donc, c'était ce que j'avais ajouté. Maintenant, la ressource humaine. La ressource humaine, aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir sur les réseaux sociaux des jeunes qui crient je suis diplômé dans tel, j'ai pas de boulot, je suis diplômé dans ceci, j'ai pas de boulot. Mais cette même personne, quand vous lui envoyez un mail, vous lui envoyez un message, vous lui demandez de venir, c'est des rares personnes qui font le pas pour venir au moins découvrir ce que vous voulez leur proposer. Donc, on crie, mais on n'aime pas oser. Donc, il y a le manque de personnel. Maintenant, de l'autre côté, il faut d'abord avoir la personne, vous discutez, vous mettez la personne à l'épreuve pour voir si réellement le diplôme qu'elle a correspond aux attentes que vous voulez. Si ça ne correspond pas, vous, en tant que manager, vous allez le coacher pour pouvoir adopter la vision de l'entreprise. Mais si vous n'avez pas cette personne, comment est-ce que vous pouvez transmettre votre vision? C'est compliqué, quoi. Vous seul ne pouvez pas être là et faire tout sur la chaîne de valeur. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste dans ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui où il y a tellement de jeunes qui sont formés au niveau agricole, mais au-delà, beaucoup qui sortent de l'université et qui ont besoin quand même de faire des expériences? Parce que chaque fois quand on lance un appel à candidature quelque part, on demande un certain nombre d'années d'expérience. 5 ans, 4 ans, on en a. Et que des entreprises proposent des postes et qu'on ne trouve pas des personnes qualifiées pour occuper ces postes. Il n'y a pas de problème dans la République? Problème, oui, parce que le problème, ça vient d'où? Qu'est-ce que ce problème? C'est nous-mêmes les jeunes. Parce que quand
on finit nos études, on doit avoir de l'expérience. Maintenant, autant qu'on doit avoir de l'expérience, il faut qu'on fasse des stages. Et c'est au cours de ces stages-là qu'on se dit, je vais travailler sans rien recevoir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est le stage. Et à quel moment je ne peux pas gagner. Du moment où ça ne paye pas, on n'a pas le courage à y aller. Je donne l'exemple, vous sortez, c'est un exemple, vous sortez de l'école de l'ISICA, ou bien de ESTAC, ou bien de SGIS, vous allez faire la communication, vous voulez être journaliste, vous envoyez votre dossier quelque part, on vous dit de faire un stage de 3 mois d'abord, on va voir ce que vous savez faire. Après 3 mois, vous pouvez, disons, reconduire, puis encore 3 mois, peut-être 6 mois. Mais on sait votre niveau, mais on ne peut pas vous laisser. Je vais venir en on sait votre niveau, on peut vous laisser. On vous laisse le petit que vous arrivez à gérer, qui va gérer ça. Maintenant, on vous oblige à faire, disons, à multiplier vos stages ou bien vos stages, mais on ne peut pas vous garder. Ça, c'est un côté qui fait mal, où le jeune dit, bien, du moment où il n'y a pas concrétisation de mon contrat, le mien que j'abandonne. Et si ce jeune abandonne, maintenant, on lance un appel, on demande expérience 2 ans, 3 ans. Il se dit, je n'ai pas l'expérience là. Maintenant, le contrat dont moi je veux maintenant expliquer, c'est que il y a d'abord problème au niveau de l'entrepreneur qui veut maintenant tester ce jeune. Le jeune est testé, mais quand c'est que le jeune n'est pas capable, si l'entrepreneur est capable maintenant d'aider ce jeune à revenir, disons, à avoir un niveau élevé, l'entrepreneur se lance dans ça. Ça, c'est le vœu de l'entrepreneur. De l'autre côté, le jeune, on sait que tu n'as pas le niveau. Maintenant, on veut t'aider à avoir le niveau. Le jeune, anti-griffe, aujourd'hui, nous, on veut être indépendant. Il y a un peu dedans. Je ne peux pas rester dans ça. Le jeune refuse maintenant d'obéir à ce que dit l'entrepreneur qui l'a recruté. Ben, il veut créer de son entreprise. C'est là où les choses arrivent. Vous voyez que le contrat c'est remarqué maintenant. Chacun de son côté joue ce problème et crée ce problème. On sait vraiment comment réduire et corriger cela. Mais bon, à chacun de chercher sa solution chez lui. Alors aujourd'hui, on va bientôt sortir donc cette émission consommation locale. Quel défi à relever par les agro-transformateurs au Togo? Madame Assigé, si on vous le demande, c'est quoi les défis cruciaux? Peut-être 3. Les défis de l'agro-industrie, d'abord, il faudrait que l'entrepreneur soit constant sur toute la ligne. Parce que vous allez voir des jeunes, dès le début, qui ne commencent pas à bien faire les choses. Et au bout de quelques années, ils changent le contenu sans même vous informer préalablement. Donc, il faudrait une certaine constance. Et de l'autre côté, l'autre défi, c'est d'arriver à pallier les ruptures intempestives des produits. Mais tout ça, c'est toujours lié au financier. Parce que s'il y a le financement en temps d'abondance, le jeune peut faire le stock nécessaire. Et quand il y aura les pénuries, il pourrait mettre son produit à disposition. Et l'autre défi, c'est un réel accompagnement de l'État pour le secteur. Il faudrait de véritables lois qui encouragent les gens sur toute la chaîne de valeur. Il ne faudrait pas que ça soit restrictif, mais que tout le monde se sente concerné. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes condamnés à promouvoir le consommé local. Nous sommes condamnés à nous tourner vers le consommé local. Maintenant, si nous parlons de financement, quel sera le taux? Moi, dans certains pays, les Tchadiens, par exemple, quand on se voit, on dit au pays, quand vous voulez faire le prêt, c'est soit 18%, 14%, 10%. Maintenant, même les mécanismes que l'État met en place, c'est à 10%. Et le taux d'intérêt, ils disent quoi? C'est pas possible.
Parce que même quand vous leur parlez, pour eux, vous êtes en train de raconter des histoires que c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc si l'État veut réellement accompagner le secteur, pourquoi ne pas mettre des crédits à taux zéro? Oui. On n'est pas au Japon ici. À défaut des subventions, il faudrait que l'État nous mette taux zéro ou 1%, 2% au pire des cas. Mais 10%, c'est énorme. Hein. Et malgré tout, on vous demande des titres fonciers, des trucs. Donc il faudrait... alléger les conditions pour l'obtention des prêts et également revoir les taux. On n'est pas au taux inférieur, en tout cas c'est au Japon, on fait des taux négatifs. Alors, en 30 secondes, parce qu'on a fini. Voilà, il faut d'abord que ce défi soit un peu... il faut constater que ce défi soit énorme. D'abord, le défi du foncier, c'est la question que représente tant. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès aux terres. Mais on ne sait pas comment on va trouver cette solution. Mais parce que les terres ne sont pas pour l'État aujourd'hui pour que ça soit facile. L'autre défi, c'est qu'il y a un problème entre même les producteurs et les entrepreneurs togolais parce qu'il y a une concurrence entre eux. Les mêmes produits se font par plusieurs personnes. Il y a une concurrence. Il faut d'abord que ces personnes puissent se comprendre et mettre le prix à un niveau, même pour qu'il n'y ait pas de concurrence sur le marché, pour que les Togolais puissent savoir que c'est produit togolais. Alors, le consommateur local, c'est bientôt dans le mois d'octobre. Il faut que nous, Togolais, on arrive à consommer du local. Ça, c'est bien. Faites-le pour nous-mêmes, pour la nation, parce que si on le fait, on aide l'autre à évoluer. Et quand il évolue, c'est le Togo qui évolue. C'est le Togo qui évolue, c'est également One TV qui évolue. Le bonheur est ici. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission consacrée donc à la consommation locale. On va y travailler davantage et les défis sont là et l'État a son rôle à jouer. Le ministre l'a rappelé plusieurs fois. Les mécanismes sont aujourd'hui en place pour accompagner les jeunes. On attend la matérialisation de tout ceci. À très bientôt sur One TV. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.